Bienvenue au Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux et nombreuses ce soir. On a l'habitude d'organiser des événements culturels, alors je pense que la plupart d'entre vous ne le savent pas, mais nous organisons tous les mois au titre du programme Culture et Santé des événements. On en a entre 3 et 5 par mois, donc on a des expositions, des conférences comme ce soir, des spectacles de danse, du théâtre, de la magie, du cirque. Ça s'adresse à tout public puisque cet événement s'adresse au personnel, aux patients d'abord, au personnel et au public extérieur comme vous, et ce sont systématiquement des actions qui sont gratuites et de qualité, puisque nous travaillons avec des grosses structures culturelles de la ville de Lyon, comme l'Opéra, comme l'Institut Lumière, comme le Festival, et puis nous sommes associés à plein d'événements maintenant qui sont d'assez grande ampleur, comme les Assises internationales du roman, ou comme la Fête des Lumières, lorsque la Fête des Lumières arrive jusqu'à nous, c'est-à-dire lorsque nous faisons partie du périmètre. Cette fois-ci, nous sommes dans une configuration un peu particulière, c'est la deuxième fois seulement que nous organisons ce type d'événement, c'est-à-dire que c'est un événement qui fait se croiser et l'univers culturel et l'univers médical. Donc c'est assez particulier pour nous, je vous disais que la deuxième fois, on l'a fait pour la première fois l'année dernière dans le cadre d'une représentation de théâtre sur le thème du cancer de la prostate, qui a eu beaucoup de succès et qui était comme cette année, un temps, pour le coup là c'est une qualité avec un temps de représentation, qui était ensuite suivi par un temps de discussion, en présence également d'un médecin. Donc ça va être le cas ce soir. Donc nous avons la chance d'accueillir ce soir Virginie Zakarian-Clavé, qui est à l'origine du projet. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ce mois-ci c'est un projet qui est en 2 temps, c'est-à-dire que c'est un temps d'exposition. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'est la galerie qui est juste derrière, donc les 2 ailes. Donc un temps d'exposition qui se termine malheureusement demain. Ce projet du coup est complètement basé sur le dynamisme de Madame Zakarian-Clavé, puisqu'elle a réussi à réunir autour d'elle un certain nombre d'artistes, donc un chorégraphe, des photographes, un vidéaste, un peintre, pour travailler sur cette exposition, et chacun ont tenté avec leur art d'exprimer ce qu'on mettait derrière le mot fibromyalgie pour essayer de faire comprendre aux gens comme moi, j'allais dire, ne connaissent pas forcément cette maladie il y a encore quelques mois, mais également, je pense, pour toucher ceux comme vous, pour beaucoup ce soir, sont touchés par cette maladie. Deuxième temps de cette intervention ce mois-ci, c'est le temps de ce soir, qui pour nous vient compléter cette exposition. Et je le précise parce que peut-être que certains d'entre vous ont assisté à une conférence il y a quelques jours, qui était une conférence médicale. Ce soir, c'est avant tout une conférence littéraire sur le livre de Madame Zakarian-Clavé et pas une conférence médicale ni une consultation. On l'a précisé à beaucoup d'entre vous qui sont passés par téléphone, par email. Je tiens vraiment à insister sur ce point-là parce qu'on a la chance également d'accueillir ce soir le docteur Béléoud qui donnera un éclairage de cette maladie. Mais on rentre d'abord par le côté culturel. Et c'est ce qui explique également l'intervention de M. Vincent Raymond, qui travaille au Petit Bulletin et qui animera ce soir cette soirée. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Nous aurons un temps d'1 heure pour cette conférence, donc un temps, d'interaction entre les 3 intervenants et également la possibilité pour vous de poser vos questions. Un micro circulera dans la salle. Par contre, nous serons limités à 1 heure, puisque nous avons des contraintes de sécurité et de fermeture des portes publiques à 20 heures. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, merci Caroline pour cette présentation exhaustive. Bonsoir, merci donc d'être présente pour évoquer ce livre, Fibromyalgie, ce que vous voyez, ce que je ressens. Je vais commencer très simplement par le titre. Le titre dit beaucoup de choses et le titre se révèle aussi sur la couverture avec cette dualité, cette photo qui vous représente dans votre dualité de personnes atteintes par la fibromyalgie. Donc je vais montrer cette photo pour ceux et celles qui n'ont pas encore découvert le livre. On vous voit doublement. Est-ce qu'on peut dire que c'est vous, avec vos 2 visages simultanés, que vous avez tenté de représenter sur cette couverture, la personne que vous êtes aujourd'hui, le masque de normalité et le masque de douleur, en tout cas le visage de la douleur
qui se cache derrière cette apparence de normalité, de tranquillité, de sérénité? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Quand on nous voit de l'extérieur, on ne peut pas mesurer ce qu'on vit à l'intérieur. Et l'idée avec la couverture, c'était vraiment de leur dire, il y a les apparences, et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans notre société, les apparences sont importantes. Et ça nous met d'autant plus dans des difficultés que nos apparences renvoient qu'on est des femmes ou des hommes qui vont bien, on reste souriant et on a envie d'être dans la vie, mais que ce qui se passe à l'intérieur, ça nous ravage malgré tout, ça nous met dans des difficultés. Et là, à travers la couverture, voilà, je voulais que le mot fibromyalgie, on commence à en entendre parler de plus en plus, leur montrer que c'était pas qu'un mot, et aller toucher leurs émotions à travers leur couverture, les interpeller en voyant ce reflet, cette ombre, et de leur dire il y a mon visage et il y a mon ombre derrière. Petite parenthèse avant d'attaquer le corps et le cœur du livre, l'aspect littéraire, c'est aussi une manière de dire que ce livre ne contiendra pas que des mots, c'est qu'il y a aussi un travail graphique, un travail esthétique et photographique qui vient le scander et qui vient appuyer les phrases, les mots que vous avez posés sur votre histoire. En fait, je voulais vraiment, parce qu'il existe beaucoup de livres sur la fibromyalgie, on peut en trouver quand même pas mal, et je voulais pas faire un livre de plus pour rien. Je voulais vraiment que ce livre touche le plus grand monde. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles aux mots et d'autres qui sont sensibles aux images. Je fais partie de celles qui sont sensibles aux images. Donc je voulais vraiment un témoignage qui me ressemble. Et en fait, j'ai voulu faire des photos pour que les personnes qui prennent la peine de lire le livre puissent être touchées et que les personnes qui vont juste le feuilleter soient interpellées à travers les images. De se dire, voilà, c'est ça, de pouvoir les toucher dans leurs émotions, là où on est le plus humain, qui nous unit tous finalement. Et voilà, je voulais vraiment que ce livre touche toutes les personnes qui l'auront dans les mains. C'est une sorte de contrepoint poétique aussi, de vouloir l'illustrer de cette manière, une autre forme de signature, parce que les photos ne sont pas de vous, mais elles vous représentent vous. En fait, je crois qu'en faisant ce livre, je voulais être le plus moi-même. Et en étant moi-même, c'est en exprimant ma créativité et en allant au bout de ce projet, parce que c'est un peu une mise à nu pour moi. Je suis vraiment allée dans mes profondeurs, écouter vraiment mon corps comme je le faisais pas au quotidien, parce que pour être dans la vie et avancer tous les jours, j'écoutais pas ce qu'il m'envoyait comme message. Et là, de devoir l'écrire pour vraiment le faire comprendre, ça a été un vrai travail, même pour moi, parce que finalement, j'ai perçu tout ce que je vivais, que j'écoutais pas, puisque j'étais en colère et en combat contre cette maladie qui est arrivée dans ma vie. Et moi, je voulais être la Virginie que j'étais avant, donc tout ce que mon corps m'envoyait comme message, je le voulais pas, je l'acceptais pas. Donc j'étais en lutte contre tout ça, et le fait de le mettre à travers l'écriture, d'utiliser ça comme un exutoire, ça m'a permis de le sortir de moi et de me rendre compte de ce que je vivais et de me dire c'est quand même pas rien, c'est quand même important et c'est quand même légitime de le faire comprendre aux autres que je suis plus tout à fait moi, et de le sortir comme ça et de mettre des images pour compléter vraiment ce que je ressentais, d'aller au fond des émotions. J'ai sorti tout ça de moi et j'ai pu mieux l'accepter par la suite. Alors, il y a deux choses importantes que vous venez de dire, il y en a beaucoup que vous avez dites, mais j'aimerais revenir sur deux en particulier. Il y a l'idée d'écrire l'acte de prendre la plume ou l'ordinateur, peu importe, mais pour écrire, pour poser des mots, et l'idée de faire comprendre aux autres. Quand on commence à écrire son parcours de malade et de patiente, qu'est-ce qui fait qu'on va lancer le mouvement? Est-ce que c'est un besoin de vider quelque chose de soi, ou est-ce que c'est l'idée de porter témoignage? Sur le livre, c'est marqué témoignage. Et il est évident, quand on lit ce livre, que vous vous adressez aux autres. Mais est-ce qu'au départ, vous vouliez directement vous adresser aux autres, ou est-ce que vous vouliez lancer une phrase, lancer un cri par l'écrit? Ouais, c'est une grande, grande colère qui m'a fait prendre la plume. En fait, les incompréhensions que je vivais au quotidien, soit avec les médecins ou même ma famille, ça m'a amené à vivre des situations
qui m'ont énormément bouleversée. Et en fait, je me suis dit dit que je voulais plus jamais qu'une personne souffrant de fibromyalgie puisse vivre ça. Je voulais plus qu'elle soit remise en question pour ce qu'elle faisait ou ce qu'elle faisait pas, pour ce qu'elle traversait, et que leur expérience soit vue comme quelque chose d'intense et d'important, et qu'on souligne le courage qu'elles avaient tous les jours. Et du coup, voilà, cette colère, ça m'a nourrie à me dire qu'en fait, je le faisais pas pour moi, je le faisais pour elles. Que vraiment, moi, de me nourrir de cette expérience, c'est dire, voilà, toi, tu l'as traversé, tu vas aller au bout de ça pour faire ce livre, pour aider toutes les autres personnes. Donc, en fait, en voulant aider les autres, je me suis aidée moi-même, et vice-versa, je pense. Avant de parler un peu de la structure, de la forme du livre qui est intéressante, et je vous dirai pourquoi après, j'aimerais savoir, ne prenez pas mal la question, si écrire est une douleur. Ça n'a pas été simple, surtout que je suis un peu perfectionniste, donc du coup, ça n'a pas été chose facile. J'entends des rires, en fait, il y a des personnes qui vous connaissent et qui acquiescent. Donc, je voulais vraiment... c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et je voulais vraiment faire quelque chose de bien, parce que là encore, je voulais pas qu'on puisse me dire t'aurais dû faire ci ou t'aurais dû faire ça. Donc là, en fait, je suis allée au bout de mon projet, sans me mettre de contraintes par rapport aux autres. J'ai vraiment écouté ce que je voulais faire, et ça n'a pas été facile d'écrire, parce que ça a été dur physiquement, d'être derrière l'ordinateur, d'écrire, d'y passer des heures, de concilier ça avec la vie de famille, mais j'ai eu la chance d'être entourée et qu'on m'offre du temps pour pouvoir le faire. Mais je crois que cette douleur, elle m'a nourrie jusqu'à aujourd'hui, puisque là je suis présente, je suis en souffrance, mais elle me nourrit quand même pour partager de cette expérience et pour transmettre qu'elle ne m'a pas limitée. Au contraire, ça a été une impulsion, on va dire. Alors, je vais revenir sur cette forme que vous avez choisie. Le livre est globalement chronologique, mais pas tout à fait, parce qu'il y a des retours au présent au moment où vous l'écrivez. Il y a des moments où vous vous adressez, vous échangez avec la fibromyalgie. À un moment, vous la personnalisez, vous l'appelez Dame Fibro au moment où vous écrivez le livre. C'est comme si vous racontiez une histoire et que cette histoire était traversée par des crises, par des moments de douleur, et on a vraiment l'impression que cette histoire est entrecoupée par ces phases de douleur. Alors je ne sais pas si c'était l'intention que vous aviez de nous faire ressentir aussi dans le texte ces moments comme des interruptions brutales qui viennent hacher, qui viennent couper l'histoire que vous êtes en train de raconter, comme si on ressentait nous-mêmes cette douleur qui, au moment où on suppose que vous vivez, est en train de vous-même vous attaquer, vous agresser. J'en étais pas rendu compte. Donc sûrement que je devais vivre ça, et que du coup ça a été important pour moi de le retransmettre, puisque de toute façon c'est ça, j'ai envie de dire, la vie quand on souffre de fibromyalgie, elle arrive d'une manière imprévue, elle nous submerge un peu, pour moi c'est comme ça en tout cas, elle me submerge dans l'instant de vie. Après, tant mieux si j'ai utilisé les mots pour lui donner vie, comme ça, ça a permis à tout le monde de comprendre ce que je vis au quotidien, que je peux pas partager, parce que quand la crise arrive, j'ai du mal à trouver mes mots, à échanger, et là, en fait, je me mets un peu dans ma bulle, parce que tout ce qui arrive autour, c'est difficile, ça m'attaque, parce que je suis dans une lutte contre cette douleur qui m'assaille finalement, donc tant mieux si j'ai pu le retranscrire et l'exprimer, alors qu'au début c'était pas forcément c'était pas recherché en tout cas. Et l'autre détail qui est assez, alors peut-être aussi qui est de l'ordre de l'inconscient, mais la fibromyalgie a commencé par vous attaquer en vous volant la parole, et c'est par les mots que vous arrivez à nous la faire ressentir aujourd'hui. Donc c'est une drôle de revanche que vous prenez sur la maladie par ce livre. Ouais, aussi, j'y avais pas pensé. Ouais, oui, elle m'a mis sans voix finalement, j'ai plus pu parler. Mais finalement, c'est pas plus mal, parce que je suis allée chercher à l'intérieur de moi, et sans pouvoir forcément l'exprimer, et j'ai eu tout ce travail à l'intérieur avant de le mettre sur l'écrit, et j'ai pu mieux comprendre
mieux m'accepter à travers l'écriture, puisqu'avant, souvent, j'étais une grande gueule, on va dire. Donc voilà, j'étais impulsive. J'étais saisie d'une émotion, il fallait qu'elle ressurgisse aussi vite qu'elle était rentrée. Et avec la fibromyalgie, c'était moins ça. J'ai eu tout un travail. Mais surtout, aujourd'hui, elle m'a beaucoup enfermée. Quand même, la maladie, je me suis enfermée derrière cette étiquette. J'ai construit des murs toute seule. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais partager aussi le fait de tout ce que j'avais pu trouver sur Internet, qui m'a un peu poussée à mettre des murs à ma prison. Parce que je le vois aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, le mot fibromyalgie, ça va forcément avec le fait c'est une douleur, c'est difficile. Toute la vie qu'on nous projette, elle est horrible. Et c'était la seule chose en fait que je pouvais lire, puisque les témoignages, il n'y en avait pas énormément. Et quand je lisais ça, je me disais, mais punaise, c'est ça ma vie, c'est ça que je vais vivre. Et c'était vraiment horrible pour moi, de me dire qu'il y a tout juste 30 ans, j'allais vivre une vie d'une mémé pendant des années, dans la douleur, enfin bref. Et à travers ce livre, c'était vraiment ça aussi, de dire aux gens, bon ok, on porte cette étiquette-là, mais il y a aussi du positif au bout. Et de l'écrire, ça m'a permis d'en prendre conscience qu'en fait, j'étais pas que cette étiquette-là, j'étais moi. Et que bien sûr, l'étiquette, elle me colle à la peau, mais elle n'est pas moi. Et voilà, à travers ce livre et ce partage aujourd'hui, c'est ça aussi que je veux transmettre, c'est que vous portez ça, vous le ressentez en vous, mais cette douleur, ça, elle n'est pas vous. Donc vous avez le droit d'avoir des projets, vous avez le droit de vous réaliser, de concrétiser des choses, malgré la fibromyalgie, même si sur les réseaux, on vous dépeint un avenir tout autre. Vous avez un avenir à vous construire propre à vous, et si certaines veulent avancer là-dedans, parce que pour le moment elles sont à cette étape-là, très bien, je l'ai été moi pendant nombre d'années, mais c'est pas... Enfin, comment dire, cette étiquette, il ne faut pas qu'elle vous enferme. Donc moi, quand j'ai décidé d'écrire, que j'ai enlevé, on va dire, moellon par moellon, toute cette prison, que la lumière a commencé à jaillir et que j'ai pu aller contacter les artistes, qui ont tous répondu oui à cet appel. J'étais personne, comme je suis toujours personne aujourd'hui, mais je suis Virginie. Et d'utiliser cette créativité qui était en moi, parce que la maladie, elle m'a jamais enlevé ça, et de pouvoir me dire, bah ok, je souffre de fibromyalgie, mais j'ai toujours cette lumière en moi, cette envie de faire des choses et de créer, et bah allez, vas-y, t'as rien à perdre de toute manière. Donc voilà, juste envie à cet instant-là, de vous partager ça, de vous offrir de réaliser qui vous êtes vraiment au-delà de cette étiquette-là. Alors, si je peux rectifier, vous n'êtes pas personne, vous êtes une personne. Oui, quand même... oui, non, mais je veux dire, quand je les ai contactés, ils se demandaient d'où je sortais, pourquoi je les contactais eux, comment je les avais connus. Enfin, ils étaient surpris de cette démarche, parce que c'était la première fois pour eux. Puis tous ces artistes, ils n'avaient jamais travaillé sur la douleur. Eux, ils montraient le beau de la vie. Donc, autant que ça a été une sortie de zone de confort pour moi, pour eux aussi. Et je crois que c'est ce qui fait la beauté de ce projet. Qu'en fait, ce qui en ressort et qui le porte énormément, c'est l'aspect humain plus qu'autre chose. Je vais revenir sur un mot que vous avez dit il y a quelques instants en parlant de ce livre, vous parliez d'étapes. Et c'est vrai que ce livre est un point d'étape dans votre parcours, dans votre vie, dans la mesure où, lorsque vous l'avez écrit il y a à peu près 2 ans, vous étiez une Virginie que vous n'êtes plus aujourd'hui. Oui. Il y a eu aussi un cheminement qui s'est opéré, et les propos que vous pouvez tenir aujourd'hui n'auraient pas été les mêmes que vous auriez pu tenir il y a 2 ans dans votre parcours de patiente et de malade. Oui, complètement. En fait, ce livre, j'ai commencé à l'écrire en novembre 2014, donc je l'ai édité en juillet 2016. Donc il y a quand même tout un chemin qui a été parcouru, et déjà à la fin du livre, j'avais déjà grandi
de plein de rencontres, de plein d'expériences, de plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je souffre toujours dans mon corps, mais je suis plus du tout animée par une forme de colère. Et souvent, je suis même agacée quand on dit le mot combat. Je suis plus du tout en combat dans ce qui se passe en moi. C'est même pas que j'accepte, c'est que dans le livre La maladie, je l'appelle Dame Fibro, parce que j'ai eu besoin de la personnifier à un moment de mon parcours, de me dire justement à cette époque-là, j'étais en combat et je me voyais sur un ring. C'était vraiment ça. Ou d'accord, la crise elle arrive, là, moi je me voyais vraiment dans ma tête en train de mettre mes gants et lui dire mais je vais te mettre KO quoi. Et je me voyais vraiment comme ça, animée par cette colère et j'avais envie de gagner parce que c'était mon corps, c'était ma vie, elle me privait de tout mon avenir. C'est comme ça que je voyais les choses avant. Parce qu'à force de les mettre, ces gants, et c'était toujours moi qui étais KO, c'était jamais elle. Parce qu'au final, j'étais en lutte contre moi-même. Et maintenant, le chemin, les rencontres, la méditation, ça m'a amenée à la voir comme une enfant. Mais comme si c'était mon enfant intérieur, en fait. Et ça, c'est venu un jour, l'aînée de mes filles faisait un caprice. Et j'étais en grande crise. Et donc, elle criait, elle montrait qu'elle n'était pas contente. Et en fait, je l'ai regardée et je me suis dit, mais en fait, tu es en train de me montrer ce que je vis en moi. Elle tapait des pieds et je voyais ma douleur me taper dans le dos. Elle criait, donc je ressentais vraiment cet étau dans ma tête. Enfin, vraiment, tout ce qu'elle exprimait, sa colère, son mécontentement, c'était mon enfant intérieur, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est normal, regarde tout ce que tu as fait là ces derniers jours, ça a été compliqué, tu t'es pas écouté, tu as fait plein de choses. Et à partir du moment où ma douleur, je l'ai vue comme une enfant, j'ai pu m'apporter à moi toute la bienveillance et la douceur que j'apporte à ma fille. Alors qu'avant, en la voyant comme une adulte, une adversaire, en étant en combat, je la voyais comme une ennemie, quelqu'un qui m'attaquait. Mais à partir du moment où je l'ai vue comme ça, ça a tout changé dans ma gestion des choses. Aujourd'hui, quand je vis une crise, ok, je m'offre du repos, de la douceur, toute la bienveillance. Et du coup, plutôt que de la chercher à l'extérieur, ce que je pouvais chercher jusqu'à présent dans des moments de crise, à ce qu'on m'aide, envie qu'on me sauve, qu'on me sorte de tout ça, en fait, je me sauve toute seule, juste en m'offrant du repos. Alors, ce qui est positif, c'est justement d'en être à cette étape-là aujourd'hui. J'aimerais vous proposer un voyage un peu moins agréable en revenant un peu en arrière, ce qui fait le corps aussi de votre livre, et c'est cet itinéraire que vous racontez. Comment est-ce qu'on fait pour revivre ce moment-là, quand on doit raconter ces étapes-là, sachant en plus qu'il y a eu tout un parcours difficile, un parcours thérapeutique difficile. Et là, j'aimerais, à l'issue de votre récit, avoir quelques mots de Viviane Belléhout sur justement ce parcours, votre regard sur la manière dont le parcours est raconté, et qu'est-ce qu'il dit aussi de la manière dont cette maladie, cet ensemble de maladies, parfois, peut être traité aujourd'hui. Alors moi, j'ai eu la chance, sous conseil de mes parents, quand j'étais en maison de repos et tout au long de mon parcours, ils m'avaient invité à noter tout ce que je vivais. Puisque là, dans ma prise en charge, on m'avait donné énormément de médicaments. Et déjà en maison de repos, en fait, vu que j'avais toujours pas ma voix à cette époque-là, et qu'en fait les traitements m'avaient enfermée dans mon corps finalement, je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait comme un tableau de vision. En fait, j'arrivais pas à leur exprimer ce que je ressentais. Donc, tous les magazines que mes parents m'avaient amenés, j'avais tout découpé en trouvant des mots. Enfin bref, j'avais fait un photomontage avec tous les médicaments qu'ils me donnaient. Enfin, leur montrer qu'entre la balance, entre la douleur et les médicaments, il n'y avait pas photo, ça marchait pas. Donc voilà, j'avais déjà cette créativité en moi de leur montrer à travers ça. Et donc, mes parents m'avaient conseillé de tout écrire. Du coup, sur les 9 mois d'errance médicale, mes 9 mois de recherche,
j'avais déjà mis des mots en fait sur ces mots-là. Donc en fait en 2014, quand j'ai repris la plume, j'ai relu tout ça et j'ai pu être au plus juste dans mon témoignage parce que c'est pas des mots qui étaient loin, c'était déjà là, donc j'ai pu m'en inspirer. Et ensuite quand j'ai écrit, dès que je vivais une crise en fait ou une situation difficile, tout de suite j'allais à mon ordinateur et j'écrivais. C'était un moyen aussi de surpasser ce moment difficile, d'être dans l'écriture et la création d'une certaine manière, ou c'était purement pour retranscrire dans l'immédiateté le ressenti. Ouais, là je voulais être c'était technique juste. En fait. Ouais, là je voulais être au plus juste. Je voulais pas, comme je vous dis, la perfectionniste que je suis, je voulais vraiment pas mettre un mot pour un autre. Je voulais vraiment dire, c'est exactement ça que je vis. Parce que je pense que c'est ce qui touche les gens, en tout cas c'est le retour que j'ai, qu'en fait les mots que j'utilise, c'est les mots que eux pourraient dire. C'est pas un autre dit comme ça à un moment où le corps est plus doux. C'est vraiment dans la crise, dans le tsunami intérieur, dans la peur, parce qu'il y a énormément d'émotions qui se mélangent. Et du coup, tous les mots sont choisis parce que c'est vraiment à cet instant-là ce que je ressentais. Alors, Viviane Belléhout, quand on lit des mots de cette nature et qui décrivent précisément dans l'œil du cyclone la crise, comment est-ce qu'on les reçoit quand on est médecin? Comment est-ce que on perçoit cette précision? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, thérapeute? Alors, c'est vrai que... Donc c'est vrai que en fait, le patient qui va venir à la consultation, c'est un patient qui va dire j'ai mal de partout. D'abord, on le reconnaît dans la salle d'attente. C'est un patient qui est effondré par la douleur. Et vous avez parlé de tsunami. Moi, je dis que la douleur, c'est vraiment un raz-de-marée. C'est pareil. Hein. C'est tsunami, raz-de-marée. Ça affecte vraiment, et vous en avez parlé, c'est l'être profond. Le patient qui va venir, on sent vraiment qu'il y a une souffrance, dans ce patient. Donc on la ressent, cette souffrance. Je vais vous donner la définition de la douleur faite par les grands médecins. C'est une douleur, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle désagréable, forcément, parce que si c'était agréable, on serait maso, hein, on est d'accord. Associé à un dommage tissulaire ou à un dommage réel ou décrit en termes d'un tel dommage. En fait, cette définition dit que même si vous ne montrez pas au médecin des examens qui prouvent votre douleur, même s'il n'y a rien, eh bien, le médecin doit vous croire. Parce que la première chose qu'un médecin doit avoir, c'est croire en vous. Parce que si on vous dit, ah ouais, c'est bon, tout est normal, mais c'est pas rien que tout soit normal, il faut quand même faire des examens. Le diagnostic de fibromyalgie est un diagnostic d'élimination. Ça, c'est important. On ne peut pas aller voir un médecin en disant j'ai plusieurs points, j'ai mal partout, et il dit oh, c'est de la fibromyalgie. Non. On fait, et il le sait, le médecin maintenant, il envoie soit chez le rhumatologue, soit il commence à faire un bilan pour éliminer des maladies inflammatoires, pour éliminer peut-être aussi l'hypothyroïdie, des problèmes de manque de fer, de manque de vitamine D. Bon, ça c'est important que ce soit fait. En fait, cette définition, ça valorise le patient, mais le seul problème, c'est que on a oublié dans cette définition, j'en parlais dimanche à un cours d'hypnose, on a oublié ce que raconte Virginie, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle. On a oublié qu'elle était aussi personnelle, parce que chaque personne est différente. Chaque personne qui a une fibromyalgie est différente d'une autre. Là, c'est vrai que vous parlez, Virginie, d'une personne, d'une Virginie qui s'en est sortie. Mais nous, on voit à la consultation des personnes qui sont encore dans beaucoup de souffrance, avec beaucoup de peur. La peur, est-ce que ça va durer longtemps? La peur de ne pas savoir parler de ma douleur
Et si mon médecin ne me comprenait pas? Parce que le médecin, peut-être que quand on dit on a mal de partout, bon ça y est, c'est une fibromyalgie, on va passer à autre chose. Non, il faut décrire sa douleur aussi, c'est important. C'est vrai que votre médecin généraliste n'a pas beaucoup de temps pour vous, et la douleur c'est l'iceberg. C'est ce qu'on voit, ce que vous nous montrez, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit de l'iceberg. Mais ce qu'il faut creuser, c'est tout ce qui est en dessous. Il y a beaucoup de choses, parce que qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Je crois que Virginie, peut-être on a parlé, je me souviens plus, parce que je l'ai lu il y a très longtemps, on traîne des malles. Alors il y en a qui traînent des valises très légères, mais il y en a qui traînent des malles très lourdes. Donc voilà, donc tout ça, il va falloir aller gratter un petit peu pour que l'iceberg soit beaucoup plus comment on dit, léger. Voilà. La douleur chronique, quand on en fait le diagnostic, après, la fibromyalgie est une douleur chronique, est une souffrance, c'est sûr. Mais quand on en fait le diagnostic, il faut un traitement, c'est un traitement sur mesure, et c'est surtout un traitement de réadaptation. Voilà. Pour la douleur chronique, on a le traitement, on peut mettre un morphinique, on peut mettre un antalgique, on peut mettre du paracétamol. Pour la douleur chronique, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'intervenants, elle est plurimodale, hein, donc il faut beaucoup d'intervenants pour la douleur. Et puis il n'y a pas moi je veux un traitement qui soit vraiment fantastique. Le seul problème c'est que moi, à la consultation, je ne donne aucun traitement. Vous voyez mon désarroi quand même. Voilà, donc j'ai pas de traitement pour la douleur, il n'y a pas de traitement spécifique encore pour la douleur chronique et la douleur de fibromyalgie aussi. Vous avez dit aussi quelque chose, c'est, en fait moi je dis que la douleur chronique, c'est comme un astre, ça attire tout, c'est ce que vous avez dit quand je vais pas bien, voilà, ça attire tout, hein. Quand on va pas bien, la personne qui vous regarde d'une certaine façon dit ah là là, ça y est, mais qu'est-ce que je lui ai fait? En fait, le patient qui a une fibromyalgie ou des douleurs chroniques, il a peur du regard du bien portant. Voilà, c'est comment, enfin t'es maquillée, tu vas bien, t'es sûr que t'as mal? Parce que là, bah, franchement, c'est ça, hein, je crois que c'est ça, hein, voilà. Et puis, bon, tu fais rien, mais t'es feignante. Alors ça, c'est les mots. Et puis, il y a les mots que les bien portants disent, il y a les regards que le bien portant vous fait, et puis il y a aussi les mots que le thérapeute aussi fait. Ah bah écoutez, bon, on trouve rien, on va peut-être vous envoyer chez... Je peux plus rien pour vous. Ça, c'est des mots qui sont lourds. On peut le dire, mais d'une autre façon. Ou alors c'est dans la tête. Alors c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux, parce que si on regarde la physiopathologie, effectivement, il y a la douleur, elle va dans la tête, et c'est au niveau de la relation, de la modulation, ça se fait dans la tête. Donc c'est pas tout à fait faux de dire ça. Quand on vous dit c'est dans la tête, waouh, peut-être après il faut aller voir le psychiatre. Waouh, c'est pas facile quoi, c'est pas facile. Donc voilà, il y a les paroles, et puis alors il y a les paroles aussi que vous dites, hein, les paroles de colère. Alors il faut savoir que je suis en colère. Ben parce qu'on ne trouve pas le médicament. Je suis en colère parce qu'il faut que je prouve ma maladie, que personne m'écoute. Puis même, alors vous avez dit que vous êtes entouré par votre famille, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas entourées, qui sont seules, ou alors qui ont un mari ou une épouse, mais qui ne comprennent pas la douleur. Avant, tu étais vraiment fantastique, tu étais une superwoman ou un superman, parce qu'il y a aussi des patients avec hommes qui ont une fibromyalgie. Donc, la colère de ne plus faire comme avant. En plus, on se critique. On se critique parce que il y a les petites phrases, je suis nulle, hein. Je suis nulle, ça, voilà, je fais pas comme avant, je suis nulle. Et la critique, sachez que la critique, c'est le fuel de la colère. Donc, c'est le cercle vicieux. Je suis en colère, je me critique et hop, voilà. On a honte. Honte de ne plus être comme avant, honte de demander, est-ce que tu peux m'aider? Les personnes ne peuvent pas demander. Et puis, nous, on a un groupe douleur et on dit, après on passera du traitement, mais voilà, demander de l'aide, ça peut arriver à tout le monde.
Ça peut arriver à tout le monde. La peur de dire non aussi. Ah non, on ne dit pas non. Ben, alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez perfectionniste. Alors je peux vous dire que tous les patients qui ont une fibromyalgie ou des douleurs chroniques sont tous des perfectionnistes. Sont tous des hyperactives. Ils ont pris un bus, vous savez, ils conduisent leur bus, mais en fait, il n'y a même pas leur bagage dans le bus. Tout le monde se reconnaît là. Hein, c'est ok. Donc l'important, ce que nous, on essaye de faire, c'est que petit à petit, on les amène un peu comme a fait Virginie, à prendre la voiture particulière. Voilà. Et à s'occuper de soi. Parce que s'occuper de soi, chez le douloureux, la personne qui a une douleur chronique, ça n'est pas dans le vocabulaire. Ça n'est pas dans le vocabulaire de ne rien faire non plus, de s'arrêter. Elle disait, quand j'ai mal, je m'arrête. Ah ben non, si je m'arrête, je vais perdre mon temps. Donc ça va pas. Voilà. Donc en fait, on fait comme avant. Et puis on met un masque. On met un masque parce qu'il faut être bien. Et puis alors après, une fois que les amis sont partis, la famille est partie, tac, on revient avec notre douleur qui est importante, quoi. Voilà, donc peut-être ce que je demande à mes patients, c'est la première consultation, c'est l'histoire de la douleur, comment ils ont eu mal, comment ça a commencé, comment ça a évolué, c'est ce que vous avez demandé, et puis aussi peut-être leur histoire de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Alors c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose que j'ai la douleur chronique. Non, c'est pas ça. Il y a plein de petites balises qu'on allume dans sa vie et puis qui un jour vont s'allumer un peu plus importantes. Voilà ce que je leur dis, et à la fin de ma consultation, souvent je leur dis, et si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez pour vous? Ça, c'est intéressant. En fait, je dis cette question parce qu'une fois, j'étais tellement, comme on dit, embrumée par le discours de la personne qui était en face que je ne savais pas quoi dire. Et comme je ne donne pas de médicaments, j'étais un peu embêtée. Et là, je lui dis, mais pourquoi pas lui faire confiance? Parce qu'en fait, c'est elle qui souffre. Et elle peut me dire des choses. Donc j'avais réfléchi, et en fait, la personne d'en face m'a dit des choses. Et maintenant, souvent, alors pas toutes les fois, mais souvent, je demande aux patients, et si vous étiez à ma place, votre propre thérapeute, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour vous? Et je vous assure que les personnes qui sont en souffrance, ils ont beaucoup d'idées, mais il faut aller les chercher, c'est tout, et leur faire confiance. Voilà. C'était pas ça. Si, il y a tellement de choses que je vais être obligé de rebondir et de demander à Virginie de rebondir sur un élément sur la question du sur-mesure, du traitement sur-mesure. Pour vous, il y a quelque chose qui a fonctionné. Alors tout à l'heure, Viviane disait c'est dans la tête, vous c'est dans les pieds. La réflexologie plantaire. En fait, c'est au tout début de ma prise en charge, la première fois que j'ai été hospitalisée, en fait, ils étaient un peu démunis, on va dire, parce que j'avais mal à l'ensemble de mon corps. Et en fait, ils m'ont dit, on va te faire consulter un kiné de la clinique. Et il était aveugle. Et il m'a dit, je te masserai pas, mais par contre, moi, je touche les pieds. Et je lui ai dit, ça tombe bien, c'est la seule zone de mon corps qui me fait pas mal. Et du coup, il m'a traité par les pieds, et c'était une bulle de douceur pendant une demi-heure. Et du coup, après, je me suis formée à cette pratique parce que c'était important pour moi de découvrir toutes les choses que j'expérimentais qui me faisaient du bien. Et après, forcément, quand j'ai découvert la médecine chinoise et la réflexologie plantaire, j'ai compris qu'à distance, on pouvait travailler sur des zones et faire du bien. Donc voilà, ouais, la réflexo, ça a été une première chose. Mais après, je crois que ça a été toute une histoire de rencontre. Et j'ai beaucoup apprécié Viviane quand elle a évoqué l'aspect émotionnel aussi. Parce qu'effectivement,
il y a la douleur qu'on ressent dans notre corps, et il y a toutes ces émotions qui nous traversent aussi au quotidien et qui nous submergent quand on vit des instants de crise. Et moi, par contre, pour gérer tout cet aspect-là et la douleur, c'est la méditation qui m'a beaucoup aidée. Ça a été vraiment l'approche, je crois, qui m'a le plus apporté sur toutes celles que j'ai expérimentées. Alors là, c'est une approche plus récente qui date d'après le livre que vous avez commencé il y a 1 an et demi à peu près. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce cheminement-là dans la méditation, et un petit peu, je n'ose pas dire concrètement, mais comment est-ce que vous êtes entré dans ce processus-là et ce qui vous a permis de faire progresser dans votre parcours? En fait, je crois que pendant toutes les années qui ont précédé le livre, comme je l'évoquais, j'étais jamais dans mon corps. Puisque en fait, pour moi, être dans mon corps, c'était être au cœur de ma douleur. Du coup, je voulais plutôt être la Virginie que j'étais avant. Donc du coup, je fonctionnais exactement comme dit Viviane, où malgré les difficultés, malgré la douleur, moi je voulais être la Virginie d'avant. Donc je faisais quand même. J'allais toujours au-delà, j'allais toujours trop loin. Et c'était toujours difficile. Et en fait, avec la méditation, rien que le fait d'être à ma respiration, ça m'a permis de revenir dans mon corps, on va dire, en douceur, et de mettre cette distance, justement, que mon corps, ce n'était pas la douleur. La douleur, c'est une chose, mon corps, c'est autre chose. Et du coup, tous ces exercices avec la pleine conscience que j'ai pu faire avec Viviane, ça a été une bouffée d'oxygène, mais vraiment, parce que jusqu'à présent j'étais dans ma piscine à essayer de sortir de mes cordes et à chercher l'air, et vraiment la méditation c'est ça. Ça m'a permis de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à toutes les expériences que je vivais. Et puis ça m'a permis de comprendre aussi les gens qui m'entouraient. Avant d'écrire le livre, et bien même quand je l'ai écrit, pour moi, j'étais en colère contre eux. Comment ils ne pouvaient pas me comprendre, comment ils ne pouvaient pas voir ce que je vivais, comment ils pouvaient me juger ou croire que je simulais. Comme elle dit Viviane, j'avais l'impression qu'en fait, ils portaient un regard sur moi, toujours à me remettre en question, à me juger. Et la méditation, ça m'a permis déjà de me rendre compte que ce regard, j'avais pas besoin que il vienne des autres, il venait de moi déjà, tout simplement. Et de m'apercevoir aussi que j'étais entourée de personnes souvent qui m'aimaient beaucoup et qui étaient impuissants face à ce que je vivais, qui ne savaient pas comment faire pour m'aider. Et que souvent, ils étaient démunis de mots, comme moi, je n'arrivais pas à les trouver pour l'expliquer. Et qu'en fait, ce qui nous manquait énormément, c'était la communication. Et de méditer, d'apprendre à m'exprimer, d'apprendre à parler en jeu, d'être vraiment relié et d'être vraiment moi-même. Recentrer en fait d'une certaine manière, un moment où vous étiez déconnecté de votre corps ou expulsé de votre corps, et là c'est une manière de le réintégrer. Oui, complètement. Et puis d'être... comme là, à cet instant, je souffre énormément, mais je choisis. Parce que pour moi, c'est un mot qui est vraiment important. Je choisis d'être ici, je choisis d'échanger. Dans toutes les situations, tout ce que j'entreprends, c'est je choisis. Donc la Virginie d'avant, la perfectionniste, elle aurait voulu être la super maman, la super femme au quotidien, mais non, je peux pas. Donc je choisis tous les matins, je me dis qu'est-ce que tu veux faire de ta matinée, qu'est-ce que tu veux faire à cet instant, je vois étape par étape. Et ça, c'est la méditation qui m'a permis de le faire, de plus porter ce regard sur moi, de plus croire qu'on portait un regard sur moi, et juste de m'offrir d'aller à la rencontre des gens et de leur demander de l'aide. Quand je peux pas, j'exprime quand c'est pas possible pour moi. Après, s'ils sont pas capables de comprendre, ça leur appartient. Moi, je suis responsable de moi, mais pas des autres. Et de me rendre compte de ça aussi, que j'avais pas de pouvoir sur ce que les autres, bien même, pouvaient penser de moi ou comment on percevait la maladie.
Moi, je la vis, je peux leur transmettre de ce que je vis. S'ils ne peuvent pas le comprendre, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas à moi. Juste une petite question à Viviane. Est-ce que la méditation est un sur-mesure qui peut presque constituer un prêt-à-porter pour tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, la méditation, c'est se rendre disponible à tout ce qui nous entoure. Donc on n'est plus disponible qu'à la douleur, on est disponible à tout ce qui nous entoure. Et en plus, parce que je rajoute, puisque j'aime bien la compassion, la bienveillance, si en plus vous rajoutez à cette présence à vous-même, cette bienveillance, cette compassion, je trouve que c'est beaucoup de douceur et tout le monde peut le faire. Alors c'est vrai, ce que disait Virginie, c'est qu'il y a beaucoup de colère. Donc il faut d'abord traiter cette colère. Alors des fois, il faut aller chez le psychologue, chez le psychiatre pour pouvoir déposer le paquet et puis en parler. Après, il y a d'autres thérapies, mais c'est vrai que la méditation, c'est vraiment être disponible à ce qui vous entoure. C'est vraiment, alors quand vous dites recentrer, oui, c'est recentrer, mais à la limite, c'est recentrer, mais c'est être avec le tout. Voilà, c'est un peu comme en hypnose, et voilà. Et c'est surtout rajouter la bienveillance, et tout le monde, ça peut le faire. Mais, encore une fois, dans la méditation, il y a des indications et il y a des contre-indications. J'aimerais peut-être, avant de laisser quelques minutes d'échange, que vous puissiez nous lire un extrait de votre livre. Alors, peut-être avec une inflexion ou une petite précision que vous nous donnerez, parce que, encore une fois, c'est le livre que vous avez écrit il y a 2 ans, et aujourd'hui, il y a sans doute, certainement, des choses qui ont changé, mais c'est un moment qui est un envol, qui est de la conclusion, la fin du livre. Alors, je vous laisse... Je me rends compte que tout est une question de choix. Oui, la fibromyalgie s'est imposée à moi, mais j'ai toujours le choix de ma vie avec elle. Je dois arrêter de me sentir coupable de tout. Une phrase m'a fait avancer. Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis et mon attitude dépend de qui vous êtes. Car dans notre société, tout est à critiquer. Et surtout, tout le monde critique tout le monde. Je fais partie de la minorité qui défend toujours les personnes attaquées. Sûrement car je suis moi aussi à critiquer sans cesse de par ce handicap invisible. J'ai donc décidé que ma maladie était déjà assez lourde à porter, qu'elle prenait déjà assez de place. Si les personnes plus ou moins proches autour de moi n'apprécient pas ma manière de faire, eh bien qu'elles passent leur chemin. Je ne vais pas gaspiller mon énergie à essayer de leur plaire. Je me bats assez chaque jour et je fais le choix de me battre pour des choses et surtout des personnes qui en valent la peine à mes yeux. Je suis jugée et critiquée au quotidien pour quelque chose qui vous dépasse, car vous ne le voyez pas. Mais je ne m'abaisserai pas à être ce que je ne suis pas. C'est pour ça que je fais le choix de vivre, de prendre chaque jour comme une victoire, car il n'y a pas une journée où je n'ai pas envie d'abandonner. Je fais le choix d'être une bonne mère et de vouloir le devenir un peu plus chaque jour. Je fais le choix d'être une bonne épouse, même si la force de m'occuper de quelqu'un d'autre me manque, même si la maladie transforme tout contact en souffrance. Je fais le choix de passer au-dessus par respect de l'amour que mon mari a pour moi et de l'amour que j'ai pour lui. Je fais le choix de me détacher des gens qui me jugent sans me connaître, qui s'arrêtent à des a priori, à des attitudes qui ne définissent en rien qui je suis. Car la fibromyalgie me colle à la peau, mais elle n'est pas moi. Je fais le choix de garder espoir. La vie m'a donné une route différente il y a 9 ans, et c'est sur elle que j'avance maintenant. Je fais le choix d'avancer sur ce chemin, car j'y ai ma place. J'ai quelque chose à faire. Je vais me prouver, ainsi qu'à ma famille, à mes amis, que je gagnerai ce combat. Je deviendrai celle que j'aspire à être, pour moi, mes filles et mon mari. La fibromyalgie ne me mettra pas à genoux, elle ne gagnera pas. J'ai besoin d'aide encore pour trouver les bonnes armes pour mon combat, alors je m'entoure des meilleures personnes que je choisis pour faire partie de ma vie. Des personnes positives, empathiques, à l'écoute et non dans le jugement. Des personnes avec un beau cœur, des personnes qui rayonnent.
Toute cette vie qui m'entoure me fera gagner ma lutte contre ce mal invisible, handicapant, harassant, fracassant. Je vais juste... Je finirai en m'adressant à Dame Fibro, à toi qui as investi mon corps sans y être invité, à toi qui as trouvé la faille pour t'installer. Tu n'es pas mienne, mais tu ne me quittes pas, tu es mon ombre. Je ne fuirai pas la lumière de la vie pour te laisser gagner, je ne resterai pas dans l'ombre pour te subir. Je vais vivre à travers toi une vie différente, mais forte et intense. Je vais à présent savourer les moments de répit que tu me laisses. Je vais prendre le temps d'apprécier le silence, la nature, le vide. Je vais accepter ton mal car il y a des blessures en moi, mais tout cela est fini maintenant, c'est du passé. Je suis prête à en faire le deuil. Tu m'as à ta manière permis d'avancer sur une route en parallèle à celle que je m'étais imaginée. Je décide cette fois de me débarrasser de toi, pour être la personne nouvelle que je suis devenue grâce à toi. Permets-moi d'avancer sur mon chemin avec moins de mal et de fatigue. Laisse-moi maintenant enlever cette camisole qui m'étouffe, enlever ce masque de faux semblant, simplement être moi, enfin libre. Juste pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure et vous montrer qu'il y a eu aussi cette évolution, il y a déjà la perception et le sentiment de la bienveillance, l'appel à la bienveillance qu'on perçoit, mais il y a un mot peut-être que vous récusez. En fait, quand je l'ai écrit, j'ai encore utilisé ce mot combat, ce mot lutte, et qui aujourd'hui est complètement difficile pour moi, c'est plus du tout ce que je dirais, je crois que j'aurais à le réécrire, je conclurais pas pareil. Mais c'est là où c'est beau, ça vous permet de voir que, ça a été, comme vous le disiez, un point de commencement, et que après, il y a eu plein d'autres petits pas qui me permettent aujourd'hui, d'être beaucoup plus douce avec moi dans la compassion et la bienveillance. Et du coup, j'ai envie de dire que tout ce que je m'offre, ça me permet de l'offrir aux autres et que les autres me l'offrent en retour. Et je crois que les filles de l'assaut me le renvoient aujourd'hui, puisque vous êtes nombreuses à être ici, et j'espère vraiment que toute cette lumière arrive jusqu'à vous et qu'elle vous pénètre et qu'elle vous permette de voir que vous allez réaliser de belles choses, et que cette étiquette, à un moment donné, on va vous aider avec Fibromagie à la poser, et vous allez être plus des magiciennes que des fibromyalgiques. Donc voilà. Oui, on peut applaudir. Alors, il nous reste une poignée de minutes pour une ou deux questions. Vous connaissez le principe, si vous avez des questions, vous levez la main et un micro viendra vers vous pour relayer votre question. Comme toujours, la première question étant la plus compliquée. Voilà, monsieur, bravo. Attendez, le micro arrive pour qu'on puisse vous entendre au fond de la salle. On va le tester en même temps. Je peux parler un peu fort. Normalement, ça fonctionne ? Ça marche. Ça marche. Oui. On entend. Oui, Non, ça marche pas. oui, ça marche. Bon. Oui, la question que je me posais, c'est est-ce que cette épreuve, parce que ça a été une épreuve, même si maintenant vous l'avez transformée vous l'avez apprivoisée, est-ce que cette épreuve vous a révélé à vous-même, plus que si vous ne l'aviez pas su? Est-ce qu'une épreuve transforme? Pour vous, l'épreuve, c'est laquelle? De la maladie? C'est la maladie. Ah. C'est pas écrit dans le livre. Alors, comme je dis toujours, je pense que avant de tomber malade, je faisais partie des gens que j'ai longtemps jugés. Qu'en fait, j'étais hyper active, donc je m'écoutais jamais. Et j'étais toujours dans le faire, fallait toujours faire, même quand je ressentais quelque chose, une difficulté, je faisais malgré tout. Donc je pense qu'avant de connaître la fibromyalgie, j'aurais rencontré quelqu'un qui en souffrait, j'aurais sûrement pas été à l'écoute. Et je lui aurais sûrement dit toutes les choses qui m'ont affectée quand on me les a dites à moi. Et du coup, d'avoir
traversé cette épreuve. Je pense que ça m'a rendue meilleure. Dans le sens où aujourd'hui, je peux percevoir l'invisible que justement je vis moi et aller au-delà des apparences quand je rencontre quelqu'un, quand bien même je peux rencontrer quelqu'un qui est très en colère, et lui apporter un regard différent de compassion et de bienveillance, de se dire que sa colère elle n'est pas forcément contre moi, mais qu'il doit être en grande colère contre lui ou qu'il traverse quelque chose qui est difficile. Et en fait, toutes les expériences que j'ai eues dans mon parcours m'amènent à apporter un regard différent sur les gens que je rencontre aussi. Donc je pense, comme je le dis, la maladie, elle m'a permis que grâce à elle, je suis quelqu'un de différent. Et tout en étant moi, il y a toujours cette Virginie, mais je suis plus du tout la même qu'avant et j'en suis heureuse finalement. C'est ce que je voulais entendre. Y a-t-il une autre question? Oui. Eh ben oui. Alors, moi, je me reconnais beaucoup en vous parce que j'ai bientôt 39 ans, enfin, j'ai 39 ans, mais ça fait bientôt bien 7-8 ans que je souffre le martyre. Je n'arrive pas à me dire que je suis je suis Marlène, mais il y a deux personnes en moi, comme vous disiez, une personnalité qui est, certes avec ce qu'on a, et puis une Marlène qui est malade. Je n'arrive pas à faire comprendre à mon entourage que ma vie a changé, que je voudrais arriver à évoluer avec Dame Fibro, mais j'ai on va dire un passe-temps, une passion qui est l'équitation, qui me prend beaucoup de temps encore, qui me donne du plaisir, beaucoup de douleur. 4 heures de plaisir-douleur égale 4 jours de douleur-malheur. Comment arriver à passer, pas outre, mais à me sortir en fait de ce train-train, parce que moi je suis beaucoup médicamentée et comme vous dites, peut-être avec des médecines un petit peu parallèles, comme la méditation, moi j'ai jamais entendu parler, personne ne m'a proposé rien, quoi que ce soit, quoi. Arriver à faire comprendre à mon entourage que je suis toujours Marlène, même une Marlène différente. Arriver à travailler normalement, même si j'étais très hyperactive avant, c'est compliqué maintenant pour moi. J'ai des attentes financières, certes, des dettes, des choses comme ça. Mais voilà, enfin, je sais pas si j'étais bien claire. Votre question, c'est comment faire comprendre à votre entourage ce que vous vivez, tout en l'importance de l'équitation pour vous, malgré les difficultés que ça engendre à côté. C'est le petit plaisir qui vous permet d'être encore dans la vie. On dit, tout bêtement, tu arrives encore à monter à cheval, donc tu arrives à faire du plaisir, donc tu peux aller travailler. Tu es capable de monter à cheval, très bien, tu es capable d'aller faire tes 35 heures au boulot. Et c'est là où le regard des autres, justement, est difficile. L'acceptation de l'entourage. Le jour où comme je dis souvent, on a les meilleurs conseils et les meilleures solutions au fond de nous. Et moi, c'est quand je suis devenue ma meilleure amie finalement, quand je me suis posé les questions, mais que j'ai entendu les réponses que j'aurais données à ma meilleure amie. C'est là où j'ai pu trouver les lumières sur mon chemin en fait. Puisque, comme on l'a évoqué, on souffre chacune à notre manière, on a un peu toute notre étiquette, on est toutes différentes, mais peu importe, chaque humain est différent, donc c'est propre à chacun. Et il n'y a pas quelque chose de tout fait pour vous et qui irait à tout le monde. Ce qui a été pour moi ou pour quelqu'un d'autre, on a chacun un peu nos solutions, notre perception des choses. Donc voilà, si pour vous c'est l'équitation, si pour vous le regard des autres est encore difficile, j'ai envie de vous dire peut-être qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie qui vous dirait ça. Quel conseil vous lui donneriez, quel regard vous l'inviteriez à avoir sur ces gens
qui la critique ou qui la juge, et vous de composer, de trouver vos propres solutions. Je voudrais rajouter quelque chose. Alors, je voudrais, voilà. Et en fait, vous avez commencé par je voudrais. Et dans la méditation, ce qu'on dit, c'est on voudrait toujours que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Donc là, vous êtes encore dans le combat. Ok, et bien si le fait d'aller faire du cheval est bon pour vous, c'est ok, c'est bien. Et peut-être que travailler 35 heures dans un travail qui ne vous convient pas, c'est peut-être ça le point noir. Est-ce que votre travail est vraiment quelque chose qui vous... qui est vraiment épanouissant pour vous. Si peut-être trouver quelque chose au niveau du cheval, parce qu'il y a un travail que l'on peut faire avec le cheval, peut-être que ça pourrait être beaucoup plus épanouissant que travailler 35 heures par exemple dans une usine, je ne sais pas, ou autre chose. Voilà. Donc c'est qu'est-ce qui est épanouissant pour moi? Ça c'est important. C'est pas je voudrais, mais aussi, c'est ce que disait Virginie, qu'est-ce que mon amie, ma meilleure amie, qu'est-ce qu'elle me dirait? Voilà, ok, c'est ça. En tout cas, pour la méditation, c'est vraiment, je voudrais que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Il faut arrêter. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. J'étais pareil, hein, je voudrais, moi aussi j'ai eu des douleurs, pas de fibromyalgie, mais d'autres douleurs. Mais voilà, on voudrait toujours, et là on est dans le combat. On est dans la force, on est dans la... Je veux, comme on dit, je veux résister, je veux être la plus forte, la plus perfectionniste. Non, basta, stop. Voilà. Donc là, en méditation, avec le groupe douleur que l'on fait à l'hôpital, on apprend ça à être un peu plus bienveillant et à accueillir les choses comme elles sont. C'est pas facile. Je dois le concevoir. Alors attendez, on va vous apporter le micro. Ça sera la dernière question parce qu'on est au terme de la rencontre. J'ai 90 ans bientôt et je suis absolument pleine d'arthrose. Je souffre horriblement, vraiment horriblement. Même parfois je mets à pleurer tellement je souffre. Je suis sous médicaments. Mais il y a une personne qui m'a dit « Oh ben, c'est normal, c'est ton âge ». Et puis d'autres qui m'ont dit, de toute façon, comme tu es cardiaque, on ne te peut pas faire une infiltration, donc tu prends du cardiologique, donc on ne peut pas te faire des infiltrations, alors tu n'as qu'à prendre ton mal en patience. Alors, vous savez que c'est pas facile de prendre son mal en patience. Alors il y a beaucoup d'autres thérapies, encore une fois c'est ce que je vous ai dit, moi je ne donne pas de médicaments, je ne fais que des thérapies non médicamenteuses, mais vous avez l'hypnose, moi je fais l'hypnose à Fourvière à des patients qui sont aussi âgés que vous, vous avez la méditation, j'ai fait la méditation avec des gens du même âge que vous, et vraiment il y a d'autres choses, il y a le FT, Emotional Freedom Technique, il y a Tipeee, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Il y a beaucoup de thérapies non médicamenteuses qui sont faites à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. Je ne fais pas la pub, mais voilà. Hein, non. Il y a de l'homéopathie, il y a vraiment, comme disait Virginie, la réflexologie plantaire, l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise. Je crois qu'il faut... toutes ces techniques, alors je ne dis pas que vous n'allez plus avoir de médicaments, mais ces techniques sont complémentaires à vos médicaments, ça vous permet de baisser un petit peu les doses de médicaments, ça ne va pas faire plaisir au laboratoire, mais ça ne fait rien. Comment ? Je dis, je suis droguée. Voilà, non alors, simplement, les techniques non médicamenteuses pourraient vous aider, en ce sens, ce sont des techniques complémentaires. Donc voilà. Donc voilà, c'est possible, mais voyez avec votre médecin traitant. Peut-être que si vous lui dites, bon ben, vous savez, les médicaments c'est bien, mais moi j'en ai marre, est-ce qu'on peut faire autre chose? La relaxation aussi, la sophrologie, tout ce que vous pouvez faire aussi vous-même, ça c'est important. C'est important, qu'est-ce que je peux faire aussi pour être acteur de mon traitement? Voilà. Je m'occupe de beaucoup de choses, mais... Ah oui, je m'occupe de beaucoup de choses, mais je ne vous demande pas de vous occuper de beaucoup de choses. Est-ce que vous vous occupez de vous? Ça vers l'hypopète. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire, c'est s'occuper de soi. Voilà. Une dernière question. Alors, très rapide. Est-ce que vous avez changé quelque chose au niveau de votre alimentation? Parce que moi, depuis que je suis
sans gluten, sans lactose, j'ai de nouveau de l'énergie et beaucoup moins de douleur, en tout cas au niveau des cervicales, ça n'empêche pas d'avoir des crises. Et la magnétothérapie m'a beaucoup aidé pour gérer la douleur très localisée qu'on peut avoir et très mouvante au niveau de la fibromyalgie. Est-ce que vous utilisez ce genre de choses? J'ai suivi un régime sans gluten. J'ai fait des évictions, ça n'a pas été flagrant chez moi. Aujourd'hui, je fais quand même attention à ce que je mange. J'ai quand même ce recul-là, mais j'ai envie de dire que ça c'est propre à tout le monde. Là, même peu importe la fibromyalgie, c'est commun à tous les êtres humains. Avec la malbouffe en général, de ce qu'on mange, être conscient et justement manger en conscience, c'est très bien. Après, le RTMS que vous évoquez, j'ai pas essayé. Il faut dire que moi, dans mon parcours, j'ai eu une prise en charge assez lourde et traumatisante pour moi. Donc à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter, j'ai plus voulu, je prends aucun traitement, j'ai aucun suivi médical parce que c'est mon choix et c'est comme ça, parce que j'ai mon histoire avec ma prise en charge et c'est propre à moi. Après, voilà, comme vous le soulevez, vous, ça a fonctionné chez vous. Il y a d'autres personnes qui vont essayer pour qui ça l'est pas. Donc vraiment, souligner qu'avec ces douleurs chroniques, je pense que je peux le dire, on est vraiment tous uniques et on a chacun des choses qui peuvent nous aider. Et ben voilà, faut les expérimenter, les vivre, voir si c'est juste, mais pas baisser les bras, aller en accueillir d'autres. Et voilà, c'est un peu une découverte, de se découvrir à chaque fois, voir ce qui est juste pour nous ou pas. Mais en tout cas, j'ai été très émue et je ne sais pas comment vous avez survécu à autant d'années d'errance, parce que moi, il m'a fallu 2 mois avant qu'on me diagnostique et je vis encore avec des crises, avec difficulté, alors je suis admirative et franchement, merci. Merci beaucoup. Merci Virginie et merci Viviane également pour votre participation. Merci beaucoup.